Il a été de 1990 jusqu'au début des années 2000 professeur d'endocrinologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH et enseignant de biochimie à l'UNDH. Depuis un peu plus de 18 ans, il s'est installé au Québec. Il a monté et dirigé le centre de jour de diabète du centre hospitalier régional de la Naudière, hôpital de Joliette, jusqu'en 2017. Puis il s'est installé un cabinet privé à Montréal. Il est actuellement professeur associé à l'Université de Montréal où il enseigne l'endocrinologie et la reproduction. Et également professeur de clinique à l'Université Laval. Il est également scientifique au CER, Comité éthique et de la recherche de l'IRCM, Institut de recherche clinique de Montréal, où il évalue les projets de recherche en diabète, métabolisme. Sa grande implication dans l'enseignement conduit au processus d'évaluation des médecins étrangers diplômés hors Canada, États-Unis, des HCEU, avant leur admission en pratique clinique au Québec comme résident. Il est aussi médecin conseiller au bureau d'évaluation médicale relevant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. À titre de médecin conseil, il est directeur de l'unité de formation et du DPC, développement professionnel continu pour les médecins experts œuvrant au BEM, bureau d'évaluation médicale. En tant qu'endocrinologue, son intérêt particulier porte sur le diabète et les maladies métaboliques. Il est souvent conférencier invité à plusieurs forums, tant régional, national qu'international. C'est donc avec plaisir que Dr Charlot a accepté sur la demande du FMC d'échanger avec nous dans une première conférence sur les perturbateurs endocriniens, généralité et impact métabolique. Bonne écoute à vous toutes et à vous tous. Dr Charlot, vous avez la parole. Écoutez, ça me fait plaisir donc d'être avec vous ce soir. Je salue mon ami Darlene et la remercie de sa gentille introduction. Je voudrais particulièrement, mais vraiment tout particulièrement, remercier donc Dr Eunice Desrivoire de m'avoir invité à participer à ce forum. Et surtout, j'aimerais féliciter chaleureusement tout le comité organisateur ainsi que son coordonnateur, Dr Delaunay, vraiment de pouvoir tenir ces activités de développement professionnel continu malgré un contexte social ou sociétal extrêmement difficile. Vraiment, chapeau. Chapeau à vous tous. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand Nice m'a contacté l'été dernier, donc via mon ami Samuel Berton vivant à Montréal, pour présenter à ce forum, j'ai tout de suite répondu à son invitation. Parce que c'était en quelque sorte ma façon à moi, d'une part, de saluer la résilience et surtout donc l'esprit d'entreprise et la persévérance des organisateurs de cet événement, et d'autre part, bien entendu, d'encourager de telles initiatives, moi que je trouve extrêmement donc fédératrices, puisque regroupant quand même toutes les spécialités médicales. Alors, ce soir, on m'a demandé de vous parler de perturbateurs endocriniens. Alors, quand on m'a proposé ce sujet, donc ma première réaction, j'ai fait comme les ados, hein, donc j'ai dit « Oh my God, hein, c'est quoi ça ?» Parce que c'est un sujet tellement vaste hein, qu'il est quasiment impossible d'en couvrir tous les aspects, même dans un symposium de 48 heures, donc encore moins si vous voulez dans une présentation qui durera probablement 45 minutes à 1 heure de temps. Puisque, en fait, ce sont des substances qui font tellement partie de notre vie, de notre quotidien, depuis, par exemple, donc, les produits alimentaires, comme par exemple le soja, le blanc, la bière, en passant par les produits cosmétiques et les dentifrices, les gels de douche, les huiles essentielles et j'en passe. Et ce sont des substances qui, pratiquement, influencent tout notre système endocrinien, responsable à la fois donc, de la croissance, du développement, de la reproduction, de la fertilité, de l'humeur et même de la survenue donc, de certaines maladies métaboliques ou de l'émergence même de certains cancers. Alors, compte tenu de la vastitude du sujet, donc il a été convenu avec le comité organisateur, en tout cas d'un commun accord, d'aborder, si vous voulez, cette thématique en 2 séries. Alors, la série 1 que je vous présente ce soir, comme Dr Rochelin vous l'a annoncé, portera volontairement sur les aspects métaboliques qui sont moins bien connus quand même de ces perturbateurs endocriniens, mais beaucoup moins connus que effectivement leurs effets, soit sur la reproduction, la fertilité ou même le cancer. Et c'est pourquoi donc j'ai intitulé donc ma présentation ce soir
perturbateurs endocriniens, généralité et impact métabolique. Alors là, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Voilà, ça, ce sont mes divulgations. Comme je disais, en tant qu'endocrinologue, donc j'ai eu des relations d'affaires naturellement avec la majorité des compagnies pharmaceutiques qui œuvrent dans le domaine du diabète, que ce soit Novo Nordisk, Eli, Boehringer, donc Janssen, AstraZeneca, Merck et Sanofi, soit comme conférencier ou tantôt comme membre de leur comité aviseur. Et il m'est arrivé donc dans les 10 précédentes années d'avoir même eu des subventions donc de recherche. Mais pour la présentation de ce soir, je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt. Bien entendu, mon seul conflit d'intérêt, c'est d'être endocrinologue. Ça veut dire quand je parle d'endocrinologie, j'en parle avec passion et donc il y a forcément un biais, c'est le seul biais que vous risquez de retrouver dans ma présentation. Alors, les objectifs qui seront développés ce soir, c'est tout d'abord la définition du concept de perturbateur endocrinien et qu'à la fin de cette présentation, donc, les participants soient en mesure en tout cas de citer les différents types de perturbateurs endocriniens, d'en décrire leur mode d'action et de pouvoir également décrire la physiopathologie du diabète de type 2 et les liens entre les perturbateurs endocriniens et la survenue de certaines maladies métaboliques telles le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Alors, je disais qu'il me paraissait donc tout à fait inconcevable de parler de perturbateurs endocriniens sans minimalement au moins donc définir ou en tout cas rappeler donc ce qu'est le système endocrinien. Alors, comme vous savez tous que le système endocrinien, c'est quand même un système de régulation extrêmement fine des mécanismes de développement et de l'homéostasie du corps. Et classiquement, il est constitué d'une glande endocrine dont le produit de synthèse est appelé hormone. Et cette hormone est libérée dans la circulation. Il va exercer son action sur les organes cibles à distance via des récepteurs. Alors, quand, de façon très simplifiée, très schématique, quand j'explique le système endocrinien à des enfants, en tout cas à mes enfants quand ils étaient petits, je leur dis c'est un peu ça, le système endocrinien. Vous avez d'un côté une glande endocrine qui produit une hormone qui tombe dans le sang. Et cette hormone va tout simplement se fixer sur un organe cible pour envoyer un signal. Ce signal donc retournera certainement à la glande qui a produit l'hormone. Donc, comme vous voyez, donc dans ce processus, il y a donc plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape de production, de synthèse de l'hormone, et forcément le stockage de cette hormone au niveau de la glande. La libération de cette hormone dans le sang pour son transport jusqu'au niveau des organes cibles ou de l'organe cible. Et à ce niveau, justement, donc l'hormone va agir sur un récepteur pour exercer son effet sur l'organe cible. Alors, donc, c'est ça, en gros, si vous voulez, de façon schématique, un perturbateur endocrinien. Alors, si vous voulez, le système endocrinien. Donc, un perturbateur endocrinien, donc, vous pouvez tout de suite le concevoir, c'est toute substance, je dirais, exogène, c'est-à-dire qu'il ne soit pas forcément, donc qui ne fait pas partie de l'organisme. Cette substance peut être naturelle, elle peut être synthétique, mais toute substance naturelle ou synthétique capable d'entraîner des effets néfastes sur un organisme vivant ou sa descendance, en interférant avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc l'ensemble de ces processus, soit la synthèse, le stockage, le transport, le métabolisme, la fixation, l'action ou l'élimination d'une hormone naturelle endogène assurant la régulation des mécanismes du développement ou du maintien de l'homéostasie. Alors, ces perturbateurs endocriniens, naturellement, ont certaines caractéristiques bien particulières. Une des caractéristiques, c'est que l'effet n'est pas lié à la dose. On ne connaît pas de dose seuil à partir duquel, par exemple, un perturbateur endocrinien agit. La deuxième caractéristique, c'est que dans la relation dose-effet, il n'y a pas de monotonie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune linéarité. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire donc vous pouvez avoir une toute petite dose d'un perturbateur endocrinien qui entraîne des effets monumentaux. L'inverse est tout aussi vrai. Vous pouvez avoir de grandes quantités justement de perturbateurs endocriniens qui ont des effets tout à fait neutres sur la cellule ou sur l'organisme.
La troisième caractéristique de ces perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Alors, ça vient un petit peu complexifier les choses, puisque certains perturbateurs endocriniens doivent absolument, si vous voulez, donc s'associer à d'autres pour produire leurs effets. C'est ce qu'on appelle un effet cocktail. Et quand ces perturbateurs endocriniens se rencontrent, ils peuvent avoir soit un effet additif, c'est-à-dire leur effet s'additionne. Ils peuvent aussi avoir un effet synergique, cela veut dire donc un effet, un perturbateur peut décupler, si vous voulez, l'effet de l'autre, un effet même antagonique. Et il n'est pas rare justement que deux perturbateurs aient des effets tout à fait opposés, antagoniques. Donc ça rend un petit peu complexe un petit peu les choses. Et puis, l'autre aspect qui rend encore beaucoup plus difficile si vous voulez, de dealer avec ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'il y a un délai d'apparition de leurs effets néfastes qui se trouve très prolongé. Donc, très souvent, donc, c'est sur la génération future que l'effet va se manifester. Et donc, par conséquent, vous concevez qu'il est très difficile parfois de faire rapidement les liens donc, entre le perturbateur et l'effet, parce que l'effet peut ne pas se manifester sur l'organisme sur lequel il est appliqué, mais sur l'organisme, si vous voulez, sur un descendant. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sources d'exposition de ces perturbateurs sont très nombreuses, ce qui rend naturellement extrêmement difficile à maîtriser la chose. Alors, d'où vient, si vous voulez, ce concept de perturbateur endocrinien? Alors, il faut dire que tout a commencé un petit peu avec les observations des biologistes. En fait, on doit effectivement ce concept à l'observation des biologistes qui ont été, comme je peux les appeler, des premiers lanceurs d'alerte, puisque c'est de leur observation justement qu'est né ce concept. En effet, depuis la fin des années 80, il y a eu pas mal d'observations qui ont été faites. Et c'est précisément vers la décennie 90, plus précisément en 94, c'est apparu ce papier dans une revue scientifique où les chercheurs rapportaient un peu l'altération du tractus génital des alligators de la Floride. Et puis, la décennie d'après, c'est en 2006, ça, ce sont des chercheurs anglais, plus précisément des Écossais, qui ont rapporté aussi dans un papier une féminisation anormale des poissons des rivières d'eau douce d'Écosse. Donc, comme vous voyez, les perturbateurs endocriniens sont vraiment l'œuvre d'études qui ont été faites sur la faune sauvage par ces biologistes. En effet, plusieurs études historiques menées sur des espèces sauvages dans la nature indiquent que l'exposition à certains perturbateurs a entraîné effectivement des effets néfastes et permanents sur le développement des organes sexuels. Alors là, maintenant, vous savez un peu tout, ou presque tout sur les perturbateurs endocriniens, mais la question que vous êtes en train de vous poser, bon Dieu, bon sang, où se trouve-t-il? Il se trouve un peu partout. Il se trouve donc déjà dans ces grands champs ou ces prairies qui nous nourrissent, puisque bourrés justement de pesticides, en passant par ces cosmétiques dont on se sert tous les jours pour se faire une petite beauté, jusqu'à ces plastiques que vous voyez ici à gauche qui envahissent notre vie ou empoisonnent notre existence, parce que quasiment ils sont partout dans nos vies. Et même les produits médicinaux ou médicaux n'y échappent pas, puisque vous voyez, même dans ces contenants de soluté, de ces sachets en plastique de sérum, dans les tubulures de perfusion, dans les cathéters, dans les gants au latex. Donc, tous ces produits contiennent en petite quantité ou encore en grande quantité des perturbateurs endocriniens. Donc, finalement, ils sont tellement présents, ces perturbateurs endocriniens, personne n'y échappe. Effectivement, si vous voyez ici sur cette diapo, on en respire dans l'air, puisqu'il se trouve dans l'air, en grande quantité dans les fumées que nous respirons. Il se retrouve dans nos assiettes, on en bouffe un peu tous les jours, de temps en temps, et il se trouve en contact intime avec nos autres, puisque il se trouve soit sur nos vêtements, sur les crèmes que nous appliquons, sur justement ces crèmes solaires ou même les rayons solaires. Donc, autrement dit, toutes les voies de pénétration sont ouvertes et leur sont offertes, que ce soit la voie respiratoire ou aérienne, la voie digestive et la voie cutanée avec justement certains produits. Et ces perturbateurs endocriniens, leur mode d'action,
c'est essentiellement soit de modifier la production de nos propres hormones, c'est-à-dire des hormones naturelles, que ce soit par exemple l'estrogène ou la testostérone. Donc ces perturbateurs, ils peuvent agir sur la synthèse, sur le transport et sur l'excrétion de ces hormones. Et étant donné leur similitude de structure, donc ils peuvent même mimer l'action de ces hormones. Pourquoi? Parce que nous verrons tout à l'heure que la plupart de ces perturbateurs endocriniens, ce sont en fait des petites molécules qui contiennent un noyau cyclique et donc qui se rapprochent beaucoup de nos hormones stéroïdiennes, comme par exemple l'estrogène ou la testostérone. Donc, du fait de cette similitude de structure, on peut très bien comprendre, ou en tout cas concevoir, donc, que ces perturbateurs peuvent mimer l'action de ces hormones, donc les remplacer, donc ils peuvent prendre leur place sur les récepteurs de ces organes, soit pour bloquer l'action de ces hormones, ou encore pour stimuler ces récepteurs, reproduire l'action de ces hormones. Et puis, donc, je vous ai dit tantôt que, justement, donc, le délai d'apparition des effets néfastes de ces perturbateurs endocriniens est le plus souvent retardé, donc prolongé. Alors, voilà, donc ça, c'est pour un petit peu donc, les généralités. Donc, ces notions de base étant rappelées, donc, on peut entrer dans le vif du sujet. Autrement dit, donc, les préliminaires étant terminés, donc, déflorons le sujet. Hein. Alors, comme plat de résistance après les entrées. Donc, je commencerai ici avec le plat de résistance. Cette diapositive, en fait, elle vous rappelle un peu, si vous voulez, donc depuis les années 80, la prévalence croissante du diabète et de l'obésité jusqu'à la fin des années 90. Et à partir de la fin 90, vous avez eu un infléchissement donc, de la courbe vers le haut. Donc, vraiment, donc, c'est assez surprenant que diabète et obésité, vraiment comme deux frères jumeaux, donc, ils ont exactement la même allure de progression, la même prévalence. De sorte qu'on n'a pas hésité, justement, à parler de diabésité, d'épidémie de diabésité. Mais en réalité, la vraie épidémie, c'est le diabète. Alors, comme on dit, donc, une image vaut 1000 mots. Voilà donc l'épidémie qui nous guette, l'épidémie du diabète. C'est une épidémie qui est tout aussi grave, sinon plus grave que celle que nous vivons ici, parce que c'est une véritable pandémie, parce que tout est, je dirais, on retrouve ça sous tous les océans, sous tous les soleils. Donc, c'est une vraie pandémie qui est aussi grave, je disais, que la COVID, mais avec la différence que la pandémie de COVID, hein, la COVID, ça tue en quelques jours, quelques semaines. Donc, ça ébranle, donc ça émeut tout le monde. Alors que celle-là, elle tue beaucoup plus que la COVID, mais elle tue à petit feu. Donc, le fait que ça tue à petit feu, donc c'est moins spectaculaire et donc ça n'émeut personne. Alors, c'est comme j'aime souvent à dire, la mort d'un individu, c'est un drame. La mort d'une centaine d'individus, c'est une tragédie. Mais quand il s'agit de millions d'individus, ben, on parle de statistiques. Ben, c'est les statistiques. Alors, parlons de statistiques. Que disent les chiffres? Alors, le diabète de type 2, donc on le reconnaît, c'est une pandémie galopante. Je me rappelle très bien, donc, comme si c'était hier, il y a une trentaine d'années, quand j'avais terminé avec mon fellowship en diabète, on comptait sur la planète 120 millions de diabétiques. Et ça, c'était vrai à l'époque, parce qu'en fait, c'est ce que je répétais, c'est ce que j'apprenais aussi à mes étudiants, hein, donc dans mes cours d'endocrino à la faculté de médecine. 120 millions de diabétiques, on trouvait ça énorme. Alors, l'OMS, qui est très, très bon justement pour les prévisions, donc, nous prédisait que d'ici 2030, nous serions 330 millions de diabétiques sur la planète. Et comme vous voyez, hein, donc, la réalité a fait mentir même de façon piteuse justement donc, les statistiques de l'OMS, puisque dès 2013, la Fédération internationale de diabète qu'on appelle l'IDF, c'est une fédération qui regroupe la majorité, sinon toutes les associations et les fédérations de diabète dans le monde et qui procède à des recensements réguliers, annuels. En 2013, l'IDF estimait déjà que nous étions à 380 millions de diabétiques. Donc, vous voyez, donc, 20 ans avant, on avait déjà battu hein, donc, les statistiques de l'OMS. Et dans le dernier atlas de l'IDF, qui est paru en décembre dernier, juste avant la pandémie, donc l'IDF estimait qu'il y avait sur la planète actuellement 463 millions de diabétiques. On ne sait pas combien naturellement donc qui sont passés par qui ont disparu avec la Covid, mais c'était ça en 2020.
et avec une prévision pour 2045 de 750 millions de diabétiques. Mais ce qu'il faut savoir et que vous retenez, c'est que toutes ces prévisions, tous ces chiffres sont toujours sous-évalués. Sous-évalués pour quelle raison? Parce qu'un diabétique sur deux n'est pas diagnostiqué. Autrement dit, c'est quand même 232 millions d'individus qui passent sous le radar, qui ne sont pas dépistés, pas détectés, pas diagnostiqués. Et comme vous pouvez très bien le voir ici sur la diapo, donc c'est une maladie mortelle qui fait donc couler beaucoup de larmes, je dirais aussi beaucoup de sang, parce que la mortalité est quand même lourde, donc on paie un lourd tribut. Et c'est aussi une maladie coûteuse et ceci donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan humain. Ceci, c'est sans compter les souffrances humaines sur lesquelles on ne peut pas mettre de prix. Regardez par exemple en termes de coûts, rien qu'aux États-Unis, donc en 2019, les dépenses pour le diabète étaient chiffrées autour de 760 milliards de dollars. Donc 760 milliards, c'est presque la moitié du fameux plan de Joe Biden que le Congrès américain vient de voter. Et en plus, une naissance vivante sur 6, soit à peu près 20 millions d'individus de naissance, sont affectés par le diabète durant la grossesse. Donc, ces enfants qui naissent justement d'une mère donc, diabétique vont porter très longtemps l'empreinte du diabète, justement. Alors, que sait-on de la physiopathologie du diabète de type 2? Alors, c'est vrai que donc, nos connaissances sont probablement un peu imprécises sur le diabète de type 2, mais en tout cas, ce qu'on sait pour de vrai, c'est qu'il faut la conjonction de ces deux facteurs pour que le diabète s'installe. Premièrement, il faut qu'il y ait une insulinorésistance au niveau des organes périphériques, comme par exemple le foie, les muscles et le tissu adipeux. Et parallèlement, il faut aussi une altération de la cellule bêta avec un déficit sécrétoire en insuline. Alors, cette insulinorésistance qui peut être génétiquement transmise ou acquise par les maladies, par certains médicaments, donc, ou tout simplement par la vieillesse. Donc, cette insulinorésistance aura donc pour conséquence de stimuler ou en tout cas donc, de pouvoir justement solliciter donc, la cellule bêta-pancréatique pour pouvoir produire plus d'insuline. Donc, autrement dit, cette insulinorésistance va donc créer un besoin donc, avec hyperinsulinisme et la cellule bêta donc, va devoir donc, s'adapter pour produire plus d'insuline pour vaincre cette résistance à l'insuline. Et c'est précisément quand cette cellule bêta-pancréatique est décompensée, c'est-à-dire n'est plus capable de compenser, que le diabète apparaît. Alors, si on veut expliquer tout ceci en schéma, ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre. Ici, c'est une diapo qui vous montre un peu l'histoire naturelle du diabète de type 2. Comme vous voyez, donc, dans l'histoire naturelle du diabète de type 2, au moment du diagnostic, donc ici, sur la ligne verticale, mais vous voyez, donc 15-20 ans avant l'apparition du diabète, donc il y a une longue période d'insulinorésistance, c'est cette ligne, cette courbe en gris que vous voyez, c'est l'insulinorésistance. Mais pendant toute cette période, le pancréas est capable de compenser, de s'adapter pour produire de plus en plus d'insuline pour vaincre la résistance et maintenir ici, comme vous voyez, avec la ligne rouge, la glycémie normale. C'est le prix à payer pour maintenir une glycémie normale donc dans cette période de prédiabète. Et ce n'est que quand la cellule bêta-pancréatique est décompensée, c'est-à-dire n'est plus capable de produire d'insuline, c'est à ce moment que votre glycémie se met à monter et c'est à ce moment que le diagnostic est fait. Et vous voyez, au moment du diagnostic, donc c'est le plus souvent assez tardif, puisque déjà s'installent, comme vous pouvez voir ici en gris, des complications macrovasculaires qui s'installent. Pourquoi? Parce que avant d'être diabétique, il peut y avoir une très longue période de prédiabète qui dure presque 10-15 ans avant si vous voulez, le diagnostic de la maladie. Et pendant toute cette longue période, vous pouvez avoir des complications macrovasculaires qui s'installent. Alors, que sait-on des facteurs de risque de diabète de type 2? Je pense que tout le monde ici, donc vous avez déjà entendu parler justement des facteurs de risque classiques que vous connaissez bien. Bon, c'est d'abord la génétique. Alors, on a pensé que la génétique
le diabète, si vous voulez, était une maladie monogénique. Donc, mais en fait, donc, il n'y a que 5% donc, des diabétiques qui vraiment ont une forme génétique, qui sont monogéniques. C'est une forme assez particulière et assez rare de diabète de type 2 qui survient chez les sujets jeunes avec l'acronyme qu'on appelle MODY. MODY, ça veut dire Maturity Onset Diabetes in Youth, c'est-à-dire c'est le diabète de type 2 ou diabète de la maturité qui survient chez les sujets jeunes. Donc, autrement dit, c'est seulement 5% de ces diabétiques que la génétique peut expliquer. Ensuite, on a dit que c'était une maladie polygénique. Donc, il y a eu donc, plusieurs candidats gènes, plusieurs gènes candidats, mais aucun vraiment n'a prouvé véritablement, donc n'a trouvé sa place, je dirais, donc, comme référence. En revanche, on connaît quelques variants sur les gènes. Ce sont des variants génétiques qui peuvent prédisposer les gens à devenir diabétiques. Mais le problème avec ces variants, c'est que tous les sujets qui portent ces variants ne vont pas devenir diabétiques. Donc, autrement dit, donc, la génétique n'explique qu'une faible partie, justement, du diabète de type 2. C'est pourquoi, naturellement, on s'est naturellement retourné, ou en tout cas, justement, donc, si vous voulez, donc, surtout, donc, se fier, donc, se retourner vers une autre hypothèse, disant que c'est probablement donc l'effet, justement, du style de vie. Alors, dans le style de vie, on inclut un petit peu tout, c'est un peu fourre-tout, c'est la sédentarité, dont on connaît un petit peu le rôle précurseur dans l'obésité, c'est la suralimentation ou la malbouffe qui peut amener à l'obésité, et bien entendu le vieillissement, car on sait que la prévalence du diabète de type 2 augmente avec l'âge à partir de 65 ans. Donc, finalement, le vieillissement n'est pas une bonne chose puisque, en fait, c'est un facteur de risque pour tout, y compris la mortalité, puisque c'est tous les jours que vous entendez des petits vieux qui meurent. Bon, bref, ça, c'est pour, si vous voulez, les facteurs dits classiques. Mais la courbe de diabète à laquelle on observe actuellement nous fait penser, en tout cas nous fait croire, qu'il doit y avoir probablement d'autres facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs dits émergents ou nouveaux facteurs de risque. Alors, dans cette, si vous voulez, dans cette liste, donc, si vous voulez, donc, il y a 3 nouvelles hypothèses qui sont sur la rampe de lancement. Donc, la première hypothèse, pour expliquer un petit peu, donc, les points noirs ou encore les points gris, c'est le microbiote intestinal. Et là, on en parle de plus en plus depuis à peu près donc près d'une dizaine d'années. De plus en plus de papiers sortent pour dire que le microbiote intestinal peut avoir un rôle sur, si vous voulez, sur la pathogénie du diabète. Alors, naturellement, ça a été prouvé déjà chez les rongeurs, puisque avec une greffe, si on fait une greffe fécale chez des rats qui ne sont pas prédisposés à devenir diabétiques, et bien, donc justement, ces rats on peut déclencher carrément un diabète de type 2 chez ces rongeurs. Donc, ça veut dire que le microbiote intestinal joue certainement un certain rôle dans l'apparition ou encore des nouveaux facteurs de risque de diabète de type 2. Et puis, il y a précisément si vous voulez, ces perturbateurs endocriniens environnementaux qu'on appelle grossièrement des polluants chimiques. C'est de cela dont on va parler ce soir. Donc, mais on ne peut pas parler de ces perturbateurs endocriniens sans évoquer quand même une autre hypothèse, une troisième hypothèse qui est sur la rampe de lancement, qui est tout aussi sérieuse, c'est l'hypothèse de l'environnement fœtal. Alors là, c'est une notion qui n'est pas tout à fait nouvelle parce qu'au fond, donc, si on doit, je dirais, donc, créditer cette hypothèse, donc il faut d'abord se référer, si vous voulez, aux travaux de David Baker. Alors, David Baker, c'est un épidémiologiste anglais donc, qui a eu accès au registre des femmes des régions, si vous voulez, donc, de la banlieue donc, de Londres, mais des banlieues défavorisées de Londres. Alors, il a publié ça, justement, ses observations dans Lancet à la fin des années 80. David Baker, à l'époque, avait remarqué justement que ces femmes, donc des milieux défavorisés, donnaient naissance souvent à des enfants de petit poids, c'est-à-dire en dessous du poids attendu pour la naissance. Et ces enfants de petit poids, quand on les a suivis dans le temps, on s'aperçoit justement qu'il y avait donc une sorte de rattrapage chez ces enfants, un rattrapage pondéral comme on peut dire. Donc ces enfants qui naissent avec un petit poids vont devenir rapidement obèses, ils vont développer un syndrome métabolique, un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Alors, à l'époque, naturellement, donc David Baker n'avait pas appelé ça l'environnement fœtal, il avait plutôt développé une théorie qu'on appelait l'origine développementale des maladies chroniques des adultes.
Alors, présentement, on sait que l'exposition dans le ventre maternel, c'est-à-dire donc dans la vie fœtale, l'exposition de la mère à certains facteurs d'environnement, comme par exemple une mauvaise nutrition durant la grossesse, le stress de la grossesse, une hyperglycémie durant la grossesse, ou des toxines environnementaux comme par exemple certains perturbateurs endocriniens auxquels la femme est exposée. Donc cette exposition, justement, va créer certainement une empreinte sur le fœtus, surtout particulièrement si le fœtus se trouve dans une phase dite de fenêtre de susceptibilité de développement de ses organes. Et donc, cette empreinte va se traduire par une modification épigénétique des cellules somatiques. Et cette épigénétique, naturellement, cette modification épigénétique va créer ou entraîner une susceptibilité accrue à développer, par exemple, une pathologie métabolique. Voilà donc comment on peut réconcilier un petit peu les choses actuellement, sachant que l'exposition intra-utérine à certains toxiques entraîne justement une empreinte épigénétique sur le fœtus qui va payer plus tard un prix plus lourd à certaines maladies, comme par exemple diabète, obésité. L'enfant naturellement naît avec un petit poids et à plus long terme, il développera certainement cette triade d'obésité, syndrome métabolique et diabète de type 2 ainsi que leurs conséquences. Voilà en gros, si vous voulez, pour ce qu'on sait sur les perturbateurs endocriniens. Alors, pour la clarté de l'exposé, je vais donc diviser pour les besoins de la cause les perturbateurs endocriniens en deux catégories. D'un côté à gauche, les POP, c'est-à-dire les polluants organiques persistants. Ça, ce sont des perturbateurs qui durent dans l'organisme très longtemps, parfois toute une vie. Pourquoi? Parce que ces perturbateurs sont capables d'être stockés dans le tissu adipeux, justement, de ces organismes. Alors, parmi ces POP, là, vous avez donc les dioxines et les furanes, ce sont les plus fréquents parce que les dioxines, ça se retrouve un peu partout. Ça résulte justement de l'incinération de nos déchets, qu'il s'agisse des déchets résidentiels ou médicaux ou industriels. Donc, tous ces déchets incinérés libèrent des fumées toxiques, et ces fumées, naturellement, ils vont traîner justement ces molécules dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et c'est pourquoi justement ces dioxines vont se retrouver très précocement dans la chaîne alimentaire parce qu'ils vont pouvoir se retrouver dans l'eau, dans les poissons, dans le tissu gras justement de tous les animaux. Et vous avez aussi dans ce même groupe les PCB qui sont des polychlorobiphéniles, les DTT qui sont des insecticides ou des pesticides bien connus. Vous avez aussi les perfluorés qui sont en fait des imperméabilisants et des antitaches que nous avons tous sur nos vêtements. Quand on envoie nos vêtements, par exemple, chez le nettoyeur dans le dry cleaning, on met des antitaches, c'est des perfluorés, ce sont des POP. Et aussi, nous avons des perbromés qui sont en fait des retardateurs de flamme qu'on retrouve dans nos meubles, dans les matériaux de construction, par exemple, que ce soit dans les gypses. Donc, c'est pour rendre justement ces matériaux non inflammables. Et puis, de l'autre côté, vous avez des polluants non persistants. Ceux-là, naturellement, ils ne durent pas longtemps, en tout cas pas aussi longtemps que les organiques persistants. Dans ce groupe, on a le bisphénol A qu'on appelle le BPA. Donc, ça se trouve énormément dans les plastiques, particulièrement les plastiques durs, transparents. Donc, on a les phtalates, les métaux lourds, comme par exemple l'arsenic, le mercure et le cadmium. Ceux-là, naturellement, ils peuvent avoir un niveau sanguin ou urinaire et puis disparaître après un certain temps. Alors, sur cette diapo, j'ai fait exprès de mettre justement ce schéma que j'ai tiré de Diabetes, où l'auteur s'est amusé à mettre sur le même graphique justement la prévalence du diabète de type 2 que vous voyez ici en rouge et la production industrielle des polluants. Naturellement, vous pouvez me dire, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'une association, je vous l'accorde, mais il faudrait être vraiment, je dirais, aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas admettre que cette association, elle est tellement forte qu'elle ne peut pas être justement le simple effet du hasard. Ça n'existe pas. Donc, c'est impossible justement d'avoir une telle concordance dans deux couples qui sont quasiment identiques, sans qu'il y ait une relation de cause à effet. Alors, ça, c'est mon hypothèse. Et c'est précisément mon rôle ce soir, mon job pour les prochaines minutes,
c'est de vous vendre ce concept de perturbateur endocrinien, ou en tout cas essayer de vous convaincre des implications de ces perturbateurs endocriniens dans la survenue de l'obésité et du diabète de type 2. Et pour cela, je vais donc passer en revue des arguments expérimentaux et aussi des arguments dits épidémiologiques. Alors, les arguments expérimentaux, vous verrez, donc ce sont des expériences in vivo et in vitro, qui se passent essentiellement chez les rats, les souris, parce que ce sont ces rongeurs qui nous ressemblent le plus. On me dira qu'effectivement, les hommes ne sont pas des rongeurs, encore que, en tout cas, ils sont tous des mammifères. En tout cas, c'est les modèles qui nous ressemblent le plus. Et puis, on parlera naturellement donc des mécanismes épigénétiques dans ces arguments expérimentaux. Et puis, les études épidémiologiques, ce sont effectivement donc, des études transversales ou prospectives qu'on passera en revue, qui mettent en évidence la chose. Alors, dans les premiers groupes de, si vous voulez, donc d'arguments expérimentaux, on a ici justement cette expérience qui a été faite chez la souris, qui a été soumise au DES, c'est-à-dire le diestylbestrol. Alors, la mère qui a été soumise au diestylbestrol va donner naissance à un petit de petit pois, une souris de petit pois, et cette souris de petit pois va faire du rattrapage et rapidement, en quelques jours, devenu adulte, c'est quelques semaines, donc il va développer une obésité monstrueuse. Donc, ça nous rappelle étrangement un petit peu l'expérience de David Baker que je viens de vous citer. Alors que la souris contrôle qui n'a pas été soumise au DES, donc lui, il va rester, ou elle va rester naturellement avec un poids normal à l'âge adulte. Alors, pour mieux comprendre un petit peu l'impact, donc je vais un petit peu profiter de cette diapo pour rappeler un petit peu l'historique du DES, du diestylbestrol, pour en tout cas ceux qui le connaissent, ou en tout cas donc raconter pour ceux qui ne le connaissent pas l'histoire du DES ou diestylbestrol. Alors, le DES, c'est un stéroïde synthétique, c'est un estrogène synthétique qui était largement utilisé aux États-Unis vers la fin des années 60-70 pour prévenir ou en tout cas empêcher les avortements spontanés ou les fausses couches, comme on dit. Alors, jusque-là, ça allait très bien, jusqu'au moment où justement un chercheur américain, un jeune clinicien chercheur, donc qui était gynécologue, obstétricien gynécologue, Dr. Arthur Herbst, qui était justement à Mass General Hospital, qui a commencé à rapporter justement, à faire des case reports en voyant qu'il y avait une série de cancers, mais des cancers vraiment très rares, des cancers génitaux qui survenaient chez les jeunes filles et même les adolescents. Alors, c'était justement donc des cancers, des adénocarcinomes à cellules claires du vagin et du col. Alors, ça l'a un petit peu donc embêté. Donc, il a eu donc la bonne idée naturellement donc d'obtenir des fonds pour faire une étude un petit peu plus approfondie, donc remonter à l'historique justement donc de ces cas. Et curieusement, aucune de ces jeunes filles n'avait dans leur famille des antécédents familiaux de cancer. Alors, quand justement, donc, il a été justement questionner les mères, mais toutes ces mères n'avaient qu'une seule caractéristique, ou en tout cas un point commun, c'est que toutes elles ont consommé du DES pendant la grossesse, justement pour prévenir donc les fausses couches. C'était quelque chose qui était utilisé largemment. Alors, il a publié justement cet article dans le New England, et dès la publication de cet article, l'AFDA a tout de suite bloqué ou en tout cas banni sur le marché donc l'utilisation du DES. Voilà donc comment on est arrivé donc à au moins soupçonner comment un produit pouvait faire des dégâts des années après. Alors, ça, on connaît l'histoire triste humaine donc, du DES, du diestylbestrol. Donc, ça donnait le cancer du sein, cancer donc, du vagin ou du col, mais on ne connaissait pas, non, pas très bien en tout cas, donc l'effet sur le métabolisme, en tout cas sur l'obésité. Alors là, avec cette expérience, donc, on a prouvé de façon claire et nette que le DES, donc les rats soumis au DES, donc, pouvaient justement à long terme développer une obésité. Alors, on se disait, mais si, par exemple, si on soumettait, par exemple, des rats maintenant adultes, pas nouveau-nés, des rats adultes
à ces perturbateurs endocriniens. Par exemple, on les soumettait à une diète riche en gras et en mettant donc un petit peu de POP, c'est-à-dire donc des polluants organiques persistants, comme par exemple un mélange de PCB et de DTT. Et on était capable justement, avec un tel type d'aliment, si vous voulez, donc d'induire une insulinorésistance périphérique à tous les niveaux donc chez ces souris et forcément donc par conséquent une hyperinsulinémie qui aboutissait à une altération de la sécrétion d'insuline et donc les deux conditions réunies pour un diabète de type 2. Alors ça c'est chez la souris mâle. Alors on dit maintenant si on intervient un petit peu avant qu'il soit adulte, c'est-à-dire dans la période périnatale. On fait la même manip, la même expérience, on les soumet à des perturbateurs endocriniens, donc des POP, c'est-à-dire des perturbateurs fluorés ou le DTT. Eh bien, avec les perturbateurs fluorés, indiscutablement, ils développaient une insulinorésistance, une hyperinsulinémie. Avec le DTT, qui est un pesticide, donc en plus de l'obésité que ça induisait assez rapidement chez la souris et de la perturbation de la thermogénèse, ça pouvait en même temps induire une insulinorésistance et une intolérance au glucose. Voilà, donc ça c'est la preuve, si vous voulez, que ces perturbateurs endocriniens ont un rôle à jouer sur le métabolisme, en tout cas l'homéostasie glucidique. Maintenant, qu'en est-il des perturbateurs endocriniens, donc des polluants non persistants, c'est-à-dire ceux-là qui ne durent pas toute la vie ou très longtemps dans l'organisme? Donc, les chercheurs ici ont voulu répondre à la question, est-ce que le bisphénol A, qu'on appelle BPA, pourrait perturber l'homéostasie glucidique chez les souris, chez la mère enceinte ou gestante et chez le descendant mâle? Alors, justement, donc l'équipe d'Alonso justement s'est mise sur le cas. Eh bien, justement, en soumettant les souris gestantes au BPA, eh bien, ils étaient capables donc d'observer une accentuation effectivement de l'insulinorésistance, une diminution de la tolérance glucidique et qui plus est donc un surpoids qui persistait même à 6 mois du postpartum avec toutes ces anomalies, que ce soit l'augmentation de l'insuline, de la leptine qui est aussi une hormone d'obésité, les triglycérides, tout ça restait élevé même des mois en postpartum. Et chez le descendant mâle, c'est-à-dire quand il arrive à l'âge adulte, donc on observait exactement le même pattern, c'est-à-dire l'insulinorésistance, l'hyperinsulinémie et la détérioration de la cellule bêta-pancréatique, donc un diabète de type 2 ultimement. Alors, ce schéma, c'est pour un petit peu faire un rappel pour les plus jeunes, hein, donc un rappel de physiologie, pour leur dire que l'insuline est une hormone qui est sécrétée par la cellule bêta-pancréatique essentiellement, hein, même pas exclusivement, sous si vous voulez, l'influence du glucose. Autrement dit, le message, c'est que le glucose, c'est le principal stimulus de la sécrétion d'insuline. Alors, comment est-ce que ça commence? Alors, tout commence d'abord par le glucose que vous voyez ici, la petite boule en bleu, qui va rentrer dans la cellule grâce à ces transporteurs qu'on appelle des GLUT, c'est-à-dire des transporteurs de glucose. Le glucose, une fois installé dans la cellule, doit subir rapidement et inévitablement donc une phosphorylation par cette première hormone qui intervient, c'est la glucokinase, qui est l'hormone essentielle pour transformer le glucose en une substance métabolisable. Dès lors que le glucose est transformé en glucose 6-phosphate, il va donc pouvoir rentrer dans le cycle métabolique que vous connaissez pour produire de l'énergie. Et c'est cette production d'énergie sous forme d'ATP qui va donc agir sur les canaux potassiques pour les fermer. Et en fermant ces canaux potassiques, ça crée automatiquement, si vous voulez, donc un courant de dépolarisation au niveau de la membrane cellulaire. Ce courant de dépolarisation va ouvrir les canaux calciques pour faciliter l'entrée du calcium dans la cellule. Or, vous savez tous en physiologie que l'entrée du calcium dans une cellule est absolument indispensable ou en tout cas nécessaire pour le fonctionnement de cette cellule. Par exemple, si ça rentre dans une cellule nerveuse, ça va faciliter les flux nerveux. Si ça rentre dans une cellule musculaire, ça va favoriser la contraction musculaire. Et si ça rentre naturellement dans une cellule glandulaire, forcément, ça entraîne justement donc la sécrétion d'hormones. Alors, c'est ainsi que justement le calcium entrant dans la cellule bêta donc va mobiliser toutes les granules vésicules contenant l'insuline pour les libérer dans la circulation. Voilà donc comment le glucose fait sécréter l'insuline. Alors, rapidement, si on résume,
il faut donc du glucose qui rentre dans la cellule, qui soit capable justement donc d'être métabolisé pour produire de l'énergie, et cette même énergie qui va dépolariser la cellule bêta, favoriser l'entrée de calcium pour ultimement la sécrétion d'insuline. Alors, si ce schéma est assez bien compris, donc on peut facilement, ou en tout cas aisément, essayer d'expliquer comment un perturbateur endocrinien peut intervenir, si vous voulez, donc dans ce processus, en tout cas dans la production, dans la sécrétion ou l'inhibition d'insuline. Alors, si on soumet par exemple, et voilà donc ici, donc comment par exemple le bisphénol A, qui est, comme je vous dis, un perturbateur endocrinien non persistant, donc on trouve dans les plastiques. Voilà comment le bisphénol A, en tant qu'un xénoestrogène, ça veut dire c'est un estrogène qui a exactement la même structure que l'estrogène. On dit xénoestrogène parce que c'est une estrogène qui est étrangère à l'organisme. Donc voilà comment si vous voulez, ce BPA, cette xénoestrogène, va jouer sur la sécrétion d'insuline. Alors, ce bisphénol A, il va donc se fixer sur les récepteurs alpha des estrogènes pour stimuler directement la synthèse génique justement donc de l'insuline, tout comme aussi il peut directement se fixer sur la cellule, sur les récepteurs bêta des estrogènes, et il va jouer directement sur les canaux potassiques, donc les canaux calciques, pour induire donc la sécrétion d'insuline. Et ça, ce sont les deux mécanismes, je dirais, donc principaux qu'on connaît très bien. Donc, comment un bisphénol A, comme xénoestrogène, va jouer sur la sécrétion d'insuline. Mais il y a un troisième mécanisme qui est tout aussi intéressant et même plus intéressant, c'est cette voie des GPR. Les GPR, ce sont donc des récepteurs membranaires. Les récepteurs qui se trouvent sur la membrane cellulaire, qui sont couplés à la protéine G. Et ces récepteurs membranaires, ils sont également donc des receveurs d'estrogène. Or, on sait que le BPA a une affinité 10 fois plus grande pour ce récepteur comparativement à l'estrogène. Donc, ce BPA, en se fixant sur ce récepteur GPR, va agir directement sur l'entrée de calcium, les canaux calciques, les entrées de calcium, et donc va favoriser donc, la sécrétion d'insuline. Donc, voilà donc comment on peut expliquer qu'une toute petite dose, une faible dose de BPA peut entraîner rapidement un effet sur l'insulinosécrétion. Alors, maintenant, qu'arrive-t-il si on soumet, par exemple, la cellule bêta-pancréatique à des perturbateurs endocriniens? Là, on prend deux types de perturbateurs endocriniens. D'un côté, les dioxines, qui sont des polluants persistants, et de l'autre, le BPA, qui est le xénoestrogène, donc un PE non persistant. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de récepteur pour la dioxine, donc la dioxine va tout simplement donc s'acoquiner avec un récepteur dit orphelin. Vous avez effectivement sur la cellule bêta un récepteur orphelin qu'on appelle AHR, ça veut dire aryl hydrocarbure récepteur. Alors, un récepteur orphelin, par définition, c'est un récepteur qui n'a pas de ligand propre, c'est-à-dire qu'il n'a pas un ligand spécifique qui lui est attribué, donc auquel il se rattache. Donc, moi, je les compare généralement, ces récepteurs orphelins, si vous voulez, à des célibataires, donc ils peuvent s'acoquiner ou s'accoupler avec le premier venu. Mais si on veut être, si vous voulez, plus politiquement correct, je dirais, donc, en termes imagés, ce sont comme des jeunes filles de bonne famille, mais qui couchent avec le premier garçon qu'elles rencontrent sur leur passage. Alors, ce dioxine qui se fixe sur le récepteur orphelin va former un complexe, et ce complexe, comme vous pouvez voir, va inhiber directement justement les GLUT2, va empêcher l'entrée de glucose dans la cellule. Et donc, de ce fait, ça va priver la cellule de son principal stimulus qu'est le glucose. Donc, cette cellule privée de son principal stimulus ne sera plus capable de sécréter l'insuline. Voilà comment, justement, la dioxine peut entraîner une hypoinsulinémie. Quant au BPA, qui est un xénoestrogène que nous avions vu tantôt, donc, et lui, il n'y a pas de problème puisqu'il y a des récepteurs à l'estrogène qui le reconnaît facilement. Donc, en se fixant sur les récepteurs alpha, il va stimuler directement donc, la synthèse de l'insuline. Et en se fixant sur les récepteurs bêta, il va stimuler directement la sécrétion d'insuline. Voilà donc comment donc, deux perturbateurs endocriniens peuvent avoir donc, des effets tout à fait antagoniques sur la même cellule. D'un côté, donc, ça stimule, si vous voulez, ça inhibe la sécrétion d'insuline, et de l'autre, un autre perturbateur, justement, stimule la sécrétion d'insuline, entraînant un état d'hyperinsulinémie, donc un stress
pour la cellule bêta. Sur la cellule adipeuse, on va retrouver exactement à peu près les mêmes choses. Donc, ce même récepteur orphelin se retrouve sur la cellule adipeuse. Donc, le dioxine ou les PCB, en se fixant sur ce récepteur orphelin, peut stimuler directement donc le gène qui de certains, si vous voulez, donc de certaines cytokines. On les appellera des adipokines puisque ce sont des cytokines produites par des adipocytes. Et ces cytokines produites, ce sont surtout des cytokines inflammatoires comme par exemple l'IL5, la TNF-alpha ou l'INF-gamma. Tous, ce sont des cytokines inflammatoires qui vont entraîner un bas grade d'inflammation avec une résistance à l'insuline. Et du même coup, quand ce récepteur stimule donc ces adipokines ou ces cytokines inflammatoires, il bloque la synthèse d'une bonne adipokine, c'est-à-dire d'une bonne cytokine qu'on appelle l'adipokine, qui est une cytokine vertueuse, qui, elle favorise l'insulinosensibilité. Et donc, vous avez donc du coup à la fois une baisse de la sensibilité, une augmentation de l'insulinorésistance, donc un bon cocktail réuni justement pour que la cellule adipeuse devienne de plus en plus insulinorésistante. Alors, ça, c'est rapidement, on passe dessus. C'est pour vous rappeler que on connaît, enfin, en tout cas, on admet que le diabète de type 2, c'est aussi une maladie génétique, mais c'est surtout et aussi une maladie de l'environnement. Alors, comment relier justement donc ces deux phénomènes, si vous voulez, donc ces deux facteurs? On sait que ces deux facteurs vont jouer sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout ce qui se passe en aval, c'est-à-dire après le gène, donc pas en rapport véritablement avec le gène. Par exemple, ça peut être une méthylation, par exemple, de l'ADN, ça peut être une modification de certaines histones ou même justement une modification de l'ARN. Donc, tous ces facteurs environnementaux vont passer par l'épigénétique. De même, une bonne partie de la génétique va s'exprimer par l'épigénétique et c'est par l'épigénétique que finalement, ça peut entraîner le diabète de type 2. Alors là, je vous donne un exemple clair de l'épigénétique sur le gène de l'enzyme dont on a parlé tantôt, qui est la glucokinase. Rappelez-vous, cette glucokinase, c'était la première enzyme qui doit phosphoryler le glucose pour rendre le glucose métabolisable. Et donc, si vous n'avez pas cette enzyme, donc vous ne pouvez pas métaboliser le glucose. Donc, quand on a soumis des rats, donc dans le ventre, si vous voulez, donc de leur mère au BPA, on était capable justement d'entraîner une méthylation de l'allèle, d'un des allèles donc de cette enzyme. Naturellement, si l'un des allèles est encore fonctionnel, l'enzyme est fonctionnelle, mais s'il se trouve que justement en plus de l'allèle qui est méthylé, vous faites intervenir des facteurs d'environnement, ça va entraîner forcément une hyperméthylation, donc une méthylation du deuxième allèle, et donc par conséquent, vous aboutissez donc à une enzyme qui est totalement non fonctionnelle et donc impossible de métaboliser le glucose. Donc vous voyez tout de suite un petit peu la conséquence sur l'intolérance au glucose. Alors là, je passe assez rapidement. C'est une manipulation, mais je trouve que c'est la meilleure qui puisse nous montrer comment l'épigénétique agit, puisque on ne touche pas au gène. Il suffit tout simplement donc de modifier la teneur en protéines de la souris gestante. Au lieu d'avoir 20% de protéines, seulement 8%, mais en maintenant les niveaux caloriques pareils, rien qu'en faisant cette manipulation, on était capable justement, via des modifications qu'on entraîne au niveau de l'ARN, notamment une ARN qui facilite la prolifération de la cellule bêta, et bien, quand on touche à cet ARN, ça va entraîner une altération précoce de la masse de la cellule bêta qui n'est plus capable de proliférer et en même temps une insulinorésistance, et donc les deux ingrédients réunis pour un diabète de type 2. Alors ça finit pour, si vous voulez, donc pour les arguments dits expérimentaux. Maintenant, que sait-on justement donc des études ou encore des arguments épidémiologiques? Ce que l'épidémiologie nous apprend, c'est que d'abord on a un certain nombre si vous voulez, d'études, notamment l'expérience de la dioxine de Seveso. Seveso, je vous rappelle, c'est une petite région du sud de l'Italie où il y avait justement cette exposition aiguë à ce polluant qu'on appelle le TCDD, tétrachlorodibenzyl dibenzoïde. Et
toutes les femmes, encore la majorité des jeunes femmes de cette région, justement, suite à cet accident, ont développé un syndrome métabolique. La même expérience a été justement rapportée en Chine, je pense que c'est à Taïwan, où justement la fuite d'huile de cuisine frelatée contenant du PCB et des dioxines, donc on faisait justement grimper la prévalence du diabète de type 2. Et l'exemple plus proche de chez nous, c'est l'exemple des vétérans de l'armée américaine qui ont fait la guerre du Vietnam, qui ont été eux-mêmes soumis à l'herbicide orange. Et bien, donc ces gens-là, on a vu justement la prévalence du diabète, donc multiplié par 1,5 chez eux. Ils avaient besoin de plus justement de médicaments pour traiter leur diabète. Et même chez ceux qui n'étaient pas diabétiques, ils pouvaient développer, si vous voulez, donc ce qu'on appelle une insulinorésistance avec une hyperinsulinémie. Là, c'est une étude de cohorte. Alors, je vous ai parlé tantôt du scandale du DES. Donc, on a rapporté justement donc, les premiers cas, donc c'était surtout des cas de cancer qui survenaient très précocement chez les jeunes filles. Alors, on peut dire que celles qui ont survécu à leur cancer, ou encore les hommes, naturellement qui n'ont pas de vagin, qui ne peuvent pas développer de cancer du vagin ou de col, mais quand on a suivi cette cohorte de près de 10 000 patients, donc hommes et femmes, jusqu'en 2006, mais on a remarqué effectivement que dans cette population, donc les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, comme vous pouvez voir, donc sont quand même donc beaucoup plus élevés, avec un odds ratio ou encore un risque relatif qui est de l'ordre de 20% pour le diabète, 27% pour les maladies cardiovasculaires et pas de 30% pour l'hypertension artérielle. Alors, ne voulant pas trop vous surcharger avec ces études transversales, donc je ne fais que citer ces trois études-là. L'étude de la NHNS, donc, qui a montré justement donc, une forte relation dose-réponse entre le diabète de type 2 et ces polluants persistants. Donc, vous avez également donc l'étude d'Helsinki. Vous savez que ces pays du Nord, c'est-à-dire dans ces pays scandinaves, ils sont vachement bien organisés. Ils tiennent des registres, ils sont capables de suivre les individus de la naissance jusqu'à la mort. Eh bien, donc, quand ils ont pris des sujets qui étaient nés entre 34 et 44, près de 2000 sujets, et qu'ils les ont étudiés, en 2003, ils ont vu effectivement qu'il y avait une très forte association entre le diabète de type 2 et justement ces polluants organiques. Alors, qu'en est-il maintenant des polluants organiques non persistants? Et là, avec une étude transversale, c'est beaucoup plus difficile de prouver les choses. Pourquoi? Parce qu'au fond, les études transversales, donc vous savez comme moi, elles ne valent que ce qu'elles valent. Donc, c'est à un moment T, à un moment précis, où vous dosez par exemple un marqueur, ça peut être urinaire ou sanguin, et vous faites une corrélation. Donc, il est probable que ce marqueur que vous dosez au moment T ne corresponde pas forcément, si vous voulez, à l'état clinique du sujet. Donc, c'est pourquoi avec les études transversales, on a quelques, si vous voulez, discordances. Par exemple, pour les phtalates, il y a 3 études. 2 sur 3 ont montré une association certaine entre le diabète de type 2, l'insulinorésistance et certains métabolites des phtalates, alors que la 3e étude, qui est d'origine mexicaine, n'a pas montré d'association. C'est si vous voulez, un problème de méthodologie, je ne sais pas. Quant au bisphénol A, il y a aussi 3 études ici, donc, dont une a montré une association très forte avec le diabète de type 2 et 2 autres n'ont pas montré d'association. Naturellement, il faut dire que l'une d'entre elles, c'était une étude chinoise. Est-ce une question de méthodologie ou tout simplement de population? Donc, on ne saurait trop quoi. Alors, par contre, je vais quand même vous laisser quand même sur une note beaucoup plus convaincante. C'est que la seule étude prospective dont on dispose pour prouver justement l'existence de ces perturbateurs endocriniens, donc dits non persistants, comme par exemple le bisphénol A et les phtalates et le diabète de type 2, vient de cette étude qu'on appelle la NHS, c'est-à-dire la Nurse Health Study. Alors, qu'est-ce que cette étude a essayé de prouver? Alors, cette étude, naturellement faite chez les infirmières, a dosé dans l'urine de ces infirmières donc le bisphénol A et les phtalates. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que selon le niveau de BMI, donc plus le BMI était élevé, c'est-à-dire plus ces gens étaient un petit peu enrobés ou en tout cas obèses ou politiquement corrects avec un BMI respectable, c'est-à-dire au-dessus de 30, plus justement les niveaux urinaires de bisphénol A étaient élevés. C'est la même chose aussi qu'on a observé avec les phtalates. Plus le BMI est élevé, c'est-à-dire autour de 25-30 ou supérieur à 30, plus les niveaux urinaires de phtalates se trouvaient élevés donc, dans les urines de ces femmes.
Alors, mais ce qui est plus intéressant, c'est cette partie donc, de la diapo que je veux que vous regardiez, hein, qui montre justement sur le même graphique les niveaux de phtalate et de bisphénol urinaire, donc 10 ans auparavant, et 10 ans après, en suivant ces femmes, ces infirmières, on voit la prévalence du diabète. Alors, ce qu'on constate, qui est assez étonnant, c'est que plus les niveaux urinaires, hein, donc de phtalate ou de BPA, se trouvent élevés 10 ans auparavant, plus la prévalence du diabète était élevée. Donc, on n'a pas besoin vraiment donc, de faire plus de démonstrations, hein, que ça pour vous dire que véritablement, il y a un effet entre, si vous voulez, donc, de ces BPA et de ces phtalates sur la survenue du diabète de type 2. Quant à l'obésité, je termine avec cette dernière étude, elle est d'origine canadienne. C'est une étude qui a comparé les obèses dits métaboliquement sains aux obèses métaboliquement malades. Alors, classiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Classiquement, vous connaissez, en tout cas, je vous rappelle qu'il y a deux types d'obésité. Une obésité dite gynoïde ou poire, où l'accumulation de la graisse se fait essentiellement en dessous de la ceinture, c'est-à-dire au niveau des hanches. Ça, c'est une obésité qu'on appelle métaboliquement saine. Et puis, vous avez l'obésité type pomme ou androïde, où toute l'accumulation de la graisse se fait au-dessus de la ceinture avec un tour de taille extraordinairement élevé, en tout cas extravagant. Et bien, c'est cette obésité-là qui va traîner toutes les saloperies, c'est-à-dire c'est dans ce type d'obésité que vous allez retrouver à la fois une adiposité viscérale élevée, des triglycérides élevés, de l'insulinémie à jeun élevée, et même aussi le CRP qui est un marqueur de l'inflammation, donc qui est élevé. Et il en est de même pour l'intolérance au glucose et le diabète de type 2 qui était beaucoup plus élevé chez ces obèses dits malades, hein, donc avec leur graisse abdominale. Puis deuxième constat dans cette étude, c'est que les niveaux de dioxine, les taux de dioxine, que ce soit les PCB ou les non-dioxines et les transnonachlores, étaient significativement plus élevés chez ces obèses maladifs. Alors, rendez-moi fou sage, donc pourquoi deux obèses qui ont exactement le même BMI, la même masse adipeuse, c'est-à-dire la quantité de masse grasse pareille, pourquoi l'un d'eux devait accumuler plus de dioxine que l'autre? Et puis, troisième constat dans cette même étude, c'est que quand on voit, par exemple, le risque relatif pour développer une obésité abdominale, il est 4 fois plus élevé, hein, sinon 5 fois plus élevé avec le PCB, et même 6 fois plus élevé avec le transnonachlore. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces perturbateurs endocriniens, hein, qui durent, c'est-à-dire qui restent dans le corps, ils ne s'accumulent pas seulement dans la graisse viscérale, mais ils causent effectivement l'obésité et un type d'obésité donc maladie, c'est-à-dire l'obésité viscérale ou l'obésité abdominale. Alors, si on veut résumer tout ceci, donc j'ai essayé, en tout cas j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de vous convaincre qu'il y avait donc des arguments expérimentaux et aussi des arguments épidémiologiques qui soutiennent l'hypothèse d'un rôle diabétogène possible pour certains perturbateurs endocriniens environnementaux. Alors, donc, en schéma, cela donne croix. On sait maintenant que la source principale de ces perturbateurs endocriniens, c'est d'origine environnementale, puisqu'on n'est pas on n'est pas né avec ces perturbateurs endocriniens. Et donc, ces perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans notre environnement, je vous ai montré donc, que ça pouvait entraîner un stress au niveau de la cellule bêta, un stress indu, donc stimuler donc, cette cellule bêta de façon intensive, intempestive et ininterrompue jusqu'à l'extinction de cette cellule donc, en diminuant sa sécrétion d'insuline. Ces perturbateurs endocriniens, je vous l'ai montré aussi, donc sont capables d'entraîner de par eux-mêmes une obésité qui va aggraver l'insulinorésistance et davantage faire plus de demandes pour cette cellule bêta. Et aussi ces perturbateurs endocriniens, donc de leur côté, ils peuvent directement agir sur l'insulinorésistance pour augmenter la demande en insuline. Et quand vous avez donc ces deux facteurs réunis, donc vous avez donc la porte ouverte, hein, c'est bonjour le diabète de type 2. Alors, en conclusion, je dirais qu'il nous faut certainement beaucoup plus d'études prospectives pour prouver de façon, c'est-à-dire claire et nette, c'est-à-dire hors de tout doute raisonnable, hein, or que cela naturellement n'existe pas en médecine, hors de tout doute raisonnable, mais pour vraiment convaincre justement donc les sceptiques que justement ces perturbateurs endocriniens donc sont capables d'entraîner justement donc beaucoup d'anomalies, y compris le diabète et l'obésité.
naturellement, vous imaginez tout de suite que ce sont des études qui font face à certains obstacles, comme par exemple des obstacles éthiques, parce que sachant pertinemment que ces perturbateurs peuvent non seulement agir sur les sujets sur lesquels ils sont appliqués, mais sur la descendance, c'est-à-dire la génération à venir. Donc, les comités d'éthique, je peux vous dire, ils sont très frileux à pouvoir approuver de telles études. C'est pourquoi d'ailleurs la FDA n'a pas attendu d'autres études sur le DES pour arrêter automatiquement justement donc la vente de ces produits aux États-Unis. Mais ce serait bien aussi d'identifier donc des biomarqueurs, je dirais donc des biomarqueurs cumulatifs ou précoces, cumulatifs parce que justement on est en contact avec ces produits donc tous les jours, c'est pas au jour, le premier jour ou au J1 ou J2 que ça va entraîner un effet. Donc il nous faut donc des biomarqueurs donc cumulatifs ou précoces, par exemple la méthylation de l'ADN ou l'expression donc de l'ARN. Donc si on avait ces marqueurs très précoces, cela pourrait nous dire, par exemple, que, écoutez, tel sujet ayant donc tel marqueur dans le sang ou dans les urines, donc il est à risque de développer tel type de maladie et à ce moment, on pourrait intervenir assez rapidement. Il nous faudrait aussi des études pour évaluer l'effet diabétogène de cocktails de polluants, car certains polluants agissent en groupe, afin naturellement de mieux cerner l'importance de ces nouveaux facteurs de risque de diabète de type 2. Naturellement, je terminerai avec, je dirais, donc, une note moins pessimiste, en tout cas, si vous voulez, quelques conseils, donc, mais pas des recommandations. Sachant que ces perturbateurs endocriniens, ils sont partout, donc on n'y échappe pas. On en retrouve dans l'air qu'on respire, ils sont dans nos assiettes, ils sont également dans nos vêtements, dans les produits que nous utilisons tous les jours, dans les jouets donc, de nos enfants. Donc, le meilleur conseil, c'est naturellement donc, au niveau de l'air, c'est d'aérer donc, nos maisons, donc d'éviter le plus possible donc, les émanations toxiques. Dans l'alimentation, il faut privilégier les produits bio, hein, donc sans être complètement, je dirais donc très, je dirais excentrique à ne manger que de la terre ou du verre, mais quand même donc pour privilégier ces produits, donc tout en évitant justement donc des poissons prédateurs. Donc dans les cuissons essentiellement donc, privilégier surtout donc, certains contenants en verre plutôt que les plastiques. Et là, surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de chauffer ces plastiques-là, hein, parce que c'est une habitude très fréquente de faire chauffer, par exemple, nos plats dans des plastiques que l'industrie nous vend comme micro-ondes compatibles. Donc, il faut se méfier. Dans nos vêtements, justement, se méfier. Dans les produits d'hygiène, justement, donc également, donc lire les étiquettes, choisir ceux qui ne sont pas à base de parabènes ou encore de formaldéhyde. Naturellement, donc si vous faites si vous scrutez comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de produits à utiliser. Et je terminerai naturellement pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont rien entendu au début, s'ils peuvent retenir au moins 3 choses ici dans ce que je viens de dire, donc dans tout mon radotage, c'est qu'ils retiennent au moins que les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans nos vies et notre quotidien. Donc, ceci nous porte à faire donc des choix de consommateurs responsables. Certes, on vous encourage à consommer du poisson, mais pas plus que 2 fois par semaine, mais surtout éviter les gros poissons carnivores dont la teneur en dioxine est très élevée, puisque ces dioxines, comme je vous dis, se retrouvent très tôt dans la chaîne alimentaire. Et puis surtout, éviter le plus possible les plastiques, les contenants en plastique et les biberons de nos enfants. Heureusement que ici, donc au Canada, c'est déjà interdit les biberons qui contiennent du BPA. Et puis surtout, mesdames, se méfier ou messieurs, se méfier de certains produits cosmétiques tout en restant beau et belle et en bonne santé. Je vous remercie de votre attention. Et voilà. Donc là, je suis ouvert aux questions. Donc, je peux déjà donc, fermer donc, le partage. Ça va comme ça? Oui, merci. Merci beaucoup, Dr. Charlot. Nous remercions le Dr. Charlot pour sa brillante présentation. C'est une présentation extrêmement instructive et j'invite l'auditoire, les participants à poser leurs questions. D'abord, à les écrire sur le chat et ceux qui voulaient prendre la parole, qui avaient levé la main, je demande à mon ami Darlène, Dr. Darlène Auchin, de leur passer le micro, s'il vous plaît. Merci, Brunel. Il y a Marsan qui avait demandé la parole. Moi, je suis diabétique et de type 2. Ma mère était diabétique aussi. Et est-ce qu'il pense que ça peut avoir un rapport avec les perturbateurs endocriniens
ou bien une autre étiologie, par exemple? Alors, bonjour Marcin, donc très content donc, justement de vous entendre. Alors, pour faire la preuve naturellement des perturbateurs endocriniens, comme vous étiez au début, donc c'est une chose extrêmement difficile. Hein, donc, étant donné que l'effet ne se manifeste pas tout de suite, hein, et ça peut se manifester sur une génération future, donc il faudrait vraiment donc reprendre toute l'histoire. Voir par exemple au premier trimestre donc de la grossesse, qu'est-ce que justement donc cette mère enceinte donc a dû absorber, avec quoi elle était en contact. Hein, donc, faire un petit peu le listing. Donc, en rétrospect, c'est pas évident. Hein, quand on se souvient du beau bébé qu'on a, hein, et puis on se rappelle plus donc de la souffrance qu'on a eue pour l'avoir, pour la pousser. On se rappelle encore moins justement donc les débuts. Donc, c'est extrêmement difficile. Et puis, il faut aussi donc voir l'histoire donc du petit. Donc, est-ce qu'il est né avec un petit poids? Et ça, il faut absolument surveiller ça. Parce que ces enfants nés avec un petit poids, c'est un très bon marqueur, en tout cas sur le plan épidémiologique, ça ne mange jamais, tout comme aussi hein, donc, la macrosomie, hein, donc ça c'est pour faire une diversion, la macrosomie chez une femme, donc c'est un marqueur, je dirais, indiscutable que cette femme va devenir diabétique dans le futur. Mais pour revenir un petit peu à votre question, Marsan, donc non seulement il faut prendre l'histoire donc de la mère donc pendant la grossesse ou parfois même hein, donc au moment je dirais de la conception, et puis l'histoire donc de l'enfant, c'est-à-dire son poids à la naissance, sa croissance, est-ce qu'il a développé donc de l'obésité, donc c'est donc un petit peu plus compliqué. Naturellement, en rétrospect, si on intervenait chez votre mère, on fait par exemple un dosage urinaire, ben, vous vous rendez compte, donc certainement on dédouanerait cette hypothèse parce qu'au fond, ce qu'on a dans les urines, malheureusement, c'est ce qu'on a mangé la veille au soir. Hein, donc on risque de ne rien trouver. Dans les urines, dans le sang, c'est pas aussi évident. Il est probable que si on veut faire, par exemple, des biopsies de tissus adipeux, donc on peut tomber sur des choses, mais à ce moment, donc c'est comme, je dirais, la sauce coûte plus cher que le poisson, rien que pour rechercher une origine, donc et faire, donc, si vous voulez, des manips aussi, je dirais, donc, agressif, donc cela vaut pas la peine. Bon, malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne peux pas vous dire, mais il est probable, c'est une probabilité en fonction de l'environnement dans lequel donc, votre mère a mené sa grossesse. Bon, et vous permettez encore une nuance. Et il faut dire que moi, j'étais toujours très mince. Mais en France, j'ai eu un problème au niveau nerveux. On m'a placé sur cortisone. Ouais. C'est à partir, je vais prendre du cortisone pendant près de 6 mois pour des spasmes que j'ai eu au niveau de la main droite et qui étaient dus à une cysticercose cérébrale. Et depuis lors, j'ai grossi et à 54, 55 ans, j'ai commencé à avoir du diabète. Bah oui, et là, ça n'étonne personne parce que d'abord, le fait d'être sous cortisone, donc déjà, c'est un facteur diabétogène, la cortisone, ça, on le sait très bien, hein, parce que premièrement, donc ça renforce, ça crée une insulinorésistance terrible. Hein, donc, même les gens qui ne sont pas prédisposés à devenir diabétiques peuvent développer un diabète au moment justement donc, du traitement, hein, donc pendant la durée du traitement. Bien entendu, il faut dire que les gens qui développent un diabète sous cortisone, c'était probablement des gens qui avaient une certaine prédisposition, peut-être un gène un petit peu faiblard. Et on sait que la cortisone aussi agit sur la transcription donc, du gène du glucokinase, hein, et aussi donc stimule les gènes donc de ces enzymes donc de la néoglycogénèse. C'est pour toutes ces raisons donc la cortisone va entraîner une hyperglycémie, hein, donc je dirais donc de très belle manière. C'est une hyperglycémie qui peut persister pendant assez longtemps, surtout si votre cellule bêta-pancréatique n'est pas capable de dealer avec cette surcharge, hein, donc qu'on lui impose, c'est-à-dire cette résistance à l'insuline. Et puis aussi, il faut dire que la cortisone, ça fait grossir. Donc, inévitablement, l'obésité, ça fait justement, ça crée une insulinorésistance. C'est l'un des premiers facteurs donc d'insulinorésistance acquise
parce que je vous dis que l'insulinorésistance, elle peut être génétique, mais elle peut être aussi acquise par certaines maladies ou encore certaines situations comme l'obésité, acquise par des médicaments, entre autres, le premier médicament, le premier candidat justement de ces médicaments, c'est la cortisone. De 33 ans, j'ai pris et j'ai développé le diabète type 2 à 55 ans, 54 ans. Donc, ce qui veut dire, donc moi je répondrais que vous avez quand même une bonne compétence de la cellule bêta pancréatique, parce que votre cellule bêta a dû touffer pendant quand même une bonne quinzaine d'années, sinon 20 ans, ça veut dire donc vraiment vous avez apparemment théoriquement, hein, donc vous devriez pas être diabétique, en tout cas pas tout de suite, peut-être après 65 ans, vous et moi, donc quand on atteint justement donc un certain âge, donc nous sommes tous vulnérables, mais probablement pas à 55 ans. Hein, donc la cortisone a dû probablement donc rendre un petit peu plus précoce l'apparition de ce diabète chez vous. Merci, je vous remercie vraiment, et ça m'a été vraiment d'une grande utilité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je continue. Il y a 2 personnes qui ont encore demandé la parole, Oui. mais Dr. Winifred Robin vous dit bravo et Leïla, merci Dr. Charlot, très belle présentation. Donc, Dr. Audouin Charles, je vous passe la parole. Bonsoir, tout d'abord, je félicite pour cette belle présentation, cette brillante présentation. Donc, ma question, c'est concernant le côté épigénétique. Est-ce que les perturbateurs endocriniens ont des effets, ont des rapports avec le côté épigénétique dans le diabète de type 2? Alors, la réponse à cette question, c'est évidemment oui. Évidemment oui, parce qu'il y a une des diapos que je vous ai montré, hein, donc, où quand on a soumis justement donc, les rats au BPA, donc ceci allait entraîner une méthylation, donc tout simplement donc de l'allèle. Donc ça n'a rien à voir avec la génétique, c'est vraiment l'épigénétique quand on est justement donc dans l'ARM. Hein, donc quand de même aussi une expérience que je vous ai montrée, donc l'expérience donc de l'équipe de Nice, hein, donc d'Olivier Dumontier, hein, donc qui est tout simplement en jouant sur la diététique, hein, c'est-à-dire sur je dirais donc le pourcentage de protéines, eh ben, il a pu justement donc prouver que ceci allait entraîner justement donc une mauvaise expression de l'ARN qui conditionnait la prolifération donc de ces cellules bêta. Et donc voilà donc encore un bel exemple d'épigénétique. Oui, c'est clair et net. Les perturbateurs endocriniens donc exercent pour la plupart, je dirais donc sinon la quasi-totalité de leur action, en passant par l'épigénétique. Donc il est rare que ça va atteindre le gène puisque votre gène est protégé, il est couvert. Donc par contre, tout ce qui n'est pas protégé, hein, donc peut être affecté effectivement par ces perturbateurs endocriniens. Je vais passer la parole au docteur François James Louis-Jean. Docteur Louis-Jean, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Dr. Louis-Charles pour sa présentation à la fois claire et instructive. Docteur Charlot, Lunel Charlot. Charlot, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on a vu dans l'exposé que les perturbateurs endocriniens modifient certains allèles de certains gènes et qui peuvent provoquer alors le diabète de type 2. J'aimerais savoir quel est le mécanisme, puisqu'on a dit que ça peut provoquer également certains types de cancers. Est-ce que je peux avoir des explications supplémentaires concernant le mécanisme? Oui, alors d'abord pour le diabète, donc, comme je vous ai dit, hein, donc, le fait justement d'entraîner des modifications au niveau donc, des micro-ARN, hein, c'est-à-dire l'exemple que je vous ai donné, c'est par exemple tout simplement une modification de l'expression de l'ARN 357 responsable de la prolifération des cellules. Donc, quand vous jouez sur ces substances-là, par exemple sur ces produits et l'ARN, donc vous pouvez
très facilement donc modifier, si vous voulez, l'expression ou encore bloquer l'action ou interrompre ou interférer avec l'action justement donc de ces ARN. Pour ce qu'il s'agit, ça c'est, on prend l'exemple par exemple, ou d'un facteur par exemple, de facteur de croissance. Hein, si ça joue sur un facteur de croissance qui est responsable par exemple de la multiplication cellulaire, donc ça peut très facilement, et ces facteurs de croissance ne sont pas forcément donc dans le gène, ils sont donc un peu partout dans la cellule, et bien vous modifiez donc tout simplement l'expression de ces facteurs de croissance, ou encore vous les décuplez parce que justement votre perturbateur endocrinien peut mimer l'effet justement donc de ce facteur de croissance. Ça peut être l'hormone de croissance, ça peut être n'importe quel autre facteur de croissance. Donc rien qu'en jouant sur ces facteurs de croissance, ça peut donc entraîner une prolifération donc anarchique donc des cellules, aboutir justement à des tumeurs et à des cancers. En plus que naturellement, si ça joue sur certains produits, par exemple des enzymes qui sont responsables, je dirais donc soit de la régulation de telle ou telle hormone, donc ça peut facilement donc vous donner donc reproduire donc des substances qui ont un haut effet mitogénique, donc qui vont maintenant entraîner une prolifération cellulaire. Donc voilà un petit peu comment donc la plupart donc des tumeurs ou des cancers donc pourrait s'expliquer. De toute façon, il va y avoir une deuxième série donc où on parlera beaucoup plus de, si vous voulez, de l'impact cellulaire, ou particulièrement sur la cancérologie, sur l'oncologie, sur les cancers et d'autres aspects. Donc peut-être si vous êtes là donc au premier trimestre de l'année 2022, c'est quelque chose comme ça. Donc vous en saurez peut-être un petit peu plus. Mais pour le moment, donc c'était surtout sur l'impact métabolique que je voulais donc attirer un petit peu votre attention parce que c'est un aspect qui est moins bien connu. Je vous remercie quand même de votre question. Je veux dire, bon, je vais quand même au chat. Docteur Serette Jérémy Delaunay, merci Docteur Charlot, une très brillante présentation. Orgela, très belle présentation, merci Docteur Charlot. Docteur Eric Toussaint, au nom de l'hôpital Bienfaisance de Pillon, merci Docteur Charlot de votre superbe présentation. Maintenant, nous passons la parole au docteur Claudine Honoré, qui avait levé la main. Docteur Honoré, vous pouvez ouvrir votre micro. Et merci, Dr. Charlot, pour cette brillante présentation. Vous m'entendez? Merci. Oui, je vous Très entends. bien. Merci. OK, oui, c'est Dr. Honoré. Et j'ai connu une famille, la mère est diabétique et elle a donné naissance à 7 enfants diabétiques. Est-ce que vous pensez que c'est purement génétique? Et deuxièmement, lequel des deux parents, par exemple, dans le cadre de transmission génétique, lequel des deux parents a le plus fort risque d'entraîner des enfants avec le diabète? Okay. La mère ou le père? Excellente question. Alors, pour le diabète de type 2, la part du génétique est, on pourrait dire, donc, quand on prend par exemple la pénétrance, c'est quand même plus de le taux de concordance. Hein, on prend par exemple des jumeaux donc homozygotiques, c'est à peu près 50%. Donc, autrement dit, un enfant sur deux qui naît d'une mère diabétique est à risque de devenir diabétique. Donc, il y a quand même 50% des choses qui ne sont pas expliquées. Alors, c'est pourquoi ça m'a beaucoup étonné, en tout cas m'a surpris, hein, donc, que justement, dans cette famille-là, que les 7 enfants soient diabétiques. Normalement, vous avez 7 enfants, donc c'est une chance sur 2, donc ce serait attendu à ce que 4 ou même 5 enfants naturellement deviendraient diabétiques, ou en tout cas, donc, grossièrement, donc 50%. Naturellement, l'environnement fait le reste. Okay? Donc, dans quel environnement ces gens ont vécu? Est-ce que c'est un environnement diabétogène, donc délétère, hein, la malbouffe, des médicaments, donc qui peut expliquer que les 7 deviennent diabétiques. Mais je serais surpris que les 7 deviennent diabétiques au même moment. Possiblement, il y en a un qui a lancé, donc, si vous voulez, donc le bal, hein, donc 2 ou 3, et puis les autres peut-être ont suivi un petit peu après.
Maintenant, pour la deuxième partie, justement, donc, de votre question, hein, vous me demandez lequel est plus susceptible, le père ou la mère, d'entraîner le diabète. Alors, si on parle de diabète de type 2, c'est clair et net, c'est du côté de la mère. OK? En revanche, dans le diabète de type 1, hein, donc, il n'y a pas une génétique aussi forte que le type 2. Par contre, il y a une susceptibilité. Et cette susceptibilité est plus souvent que jamais, donc transmis par le père. Donc, on est donc dans deux domaines, si vous voulez, donc deux terrains totalement différents, type 1 ou type 2. Type 2, clairement, c'est une maladie donc à 50% génétique. Donc, et ça, les études des jumeaux monozygotiques l'ont montré. Hein, donc, mais comme je vous dis, donc l'environnement va faire le reste. Et puis, pour le diabète de type 1, ce n'est pas vraiment une maladie génétique, tout au plus, on est avec une susceptibilité. Et si sur cette susceptibilité, il n'y a pas d'autres facteurs environnementaux, tels par exemple la présence d'un virus qui entraîne un anticorps dont la structure serait à peu près semblable justement donc, à celle donc, ou si vous voulez donc au substrat donc, de la cellule bêta que vous avez, puisque s'il y a une similitude à ce moment, donc le virus peut facilement donc tromper la cellule donc, et donc l'attaquer. Donc, ou si vous avez donc des anticorps qui reconnaissent les mêmes antigènes aussi que vous portez, donc à ce moment, donc ces anticorps peuvent attaquer parce que c'est une maladie auto-immune, le diabète de type 1. C'est pourquoi justement la part génétique n'est pas très grande, c'est la susceptibilité qui est tout simplement transmise par le père, pour faire simple. Ça va? Entre-temps, il y a dans le chat des commentaires. J'attends docteur Derivoire, mais il y a docteur Louis-Franck Télémac. Il remercie le professeur Lunel Charlot pour son enseignement très clair et très précis sur les perturbateurs endocriniens. Poitvien, merci Lunel, tu nous as convaincus que nous sommes les victimes de toutes ces révolutions industrielles et ceci explique cette explosion de diabète que nous observons. Le docteur Eddy Pépé voudrait féliciter et remercier le professeur Lunel Charlot, son ancien professeur à la FMP de l'UEH, pour sa brillante et instructive présentation. Il y a Derifonce W. Merci, Dr. Charlot. Très instructive, cette présentation. Entre-temps, Eunice, je ne sais pas si tu es prête. Dr. Nancy Charlarco, compliment Lunel. Ça ne saurait être autrement. Je suis arrivé un peu tard, mais c'est toujours un plaisir de t'écouter. C'est partagé, Nancy. Oui, comme sur la question... Comme Eunice n'est pas encore prête, sur la question, il y avait une question, le docteur Charlot a parlé des suites de cette série. Donc, il y aura les perturbateurs endocriniens en rapport avec l'oncologie et il y aura également une conférence sur la reproduction et l'infertilité ou l'infertilité. Bon, on va au chat. Docteur Honoré vous dit merci, docteur Charlot, qu'il a été très édifié par les réponses. J'avais déjà corrigé, docteur. Eh bien, Lunel, je te passe la parole. Brunel, alors, je te passe la parole. Docteur Judith Exantus, félicitations à mon ancien professeur. Quel plaisir de vous voir et d'apprendre de vous avec votre éloquence coutumière, Lunel. Merci, c'est gentil. Tu as beaucoup d'étudiants et des étudiants là. En tout cas, ça me ferait encore davantage plaisir de pouvoir les revoir en vrai, pour de vrai. Donc, on attend que le moment soit propice. Voilà, là, et Eunice a écrit sur le chat. Merci Lunel pour cette présentation aussi savante que claire. 2 questions. Est-ce que les gaz d'échappement des voitures et les médicaments de la chimio peuvent être des perturbateurs endocriniens?
est-ce que ces effets sont réversibles? Alors, à la première partie de la question, donc, je n'ai absolument aucun état d'âme à répondre oui, que oui, parce qu'effectivement, donc, quelle est la source des dioxines? C'est effectivement donc, dans les fumées. C'est des petites molécules, tout simplement, donc, qui sont assez légères, donc, qui sont bourrées de chlore, donc on les retrouve effectivement dans les fumées. Donc, il n'est pas impossible que dans les fumées justement donc des tuyaux d'échappement des voitures, donc il y a énormément justement donc de polluants à sortir. Alors si ces polluants sont si vous voulez donc chlorés ou fluorés, donc ils ont plus de, je dirais, plus de chances de rester très longtemps. Donc, pas seulement ils font en partie ce qu'on appelle donc des POP, c'est-à-dire des polluants organiques persistants. Donc, ils peuvent durer donc je dirais des années. Alors, la particularité de ces molécules-là, hein, c'est qu'ils sont capables d'être stockés dans le tissu adipeux parce qu'ils ont une certaine affinité. Pas forcément seulement qu'ils sont lipophiles, certes, ils sont lipophiles, c'est-à-dire donc ils rentrent facilement dans le tissu adipeux, mais ils sont capables aussi de cibler ce tissu adipeux pour y rester. Donc, et donc, par conséquent, là, ils vont rester donc beaucoup plus longtemps. Ça, c'était pour les fumées des pots d'échappement. Les médicaments chimiques, donc c'est clair. Donc, certains médicaments donc, sont à éviter. Ben, là, l'exemple le plus clair que je vous ai donné, donc, et qui est connu, personne ne fera encore une étude pour le reprouver. C'est l'exemple du diéthyldestrol. Mais probablement, il y a beaucoup d'autres choses. Et de temps en temps, qu'on entend un scandale, justement, donc, que ce soit donc, avec Sanofi, par exemple, en France, que ce soit avec Purdue et aux États-Unis. Mais là, on est dans un autre registre, c'est un registre de toxicité. Mais par exemple, certains médicaments donc, qui ont été retirés, par exemple la thalidomide, donc ça a fait donc des dégâts énormes jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Donc, il n'est pas impossible que beaucoup de médicaments que nous utilisons actuellement donc, puissent être des perturbateurs endocriniens. Mais comme je vous ai montré que la plupart de ces perturbateurs endocriniens n'ont pas un effet dose-réponse. Ils n'ont pas non plus un effet, donc une relation monotone, c'est-à-dire en termes d'effet dose. Et très souvent, ce qui est encore plus compliqué, c'est que leur effet donc, se manifestera très tardivement. Donc, si vous ne faites pas des études prospectives, avec bien entendu de surveillance, des études de cohorte, vous ne pourrez jamais vous en rendre compte. Donc, à quel point ils peuvent rester donc forcément donc dans le système. Et à partir du moment qu'ils perturbent le système, ben, vous n'avez pas besoin d'être réexposé. Donc, il suffit tout simplement que ça entraîne un cercle vicieux, c'est-à-dire donc ça se recycle tout seul et donc la même cellule va reproduire donc une autre cellule avec les mêmes défauts. Donc, il n'est pas impossible que ça persiste donc assez longtemps, mais l'effet irréversible, donc et probablement donc là, mais il faudrait donc, comme je vous dis, donc des études pour le prouver si véritablement donc certains effets sont irréversibles. Mais la plupart des effets que je connais malheureusement ne sont pas irréversibles. Le diabète n'est pas irréversible. Si on prend par exemple donc l'iode radioactif aussi, donc qui peut entraîner le cancer thyroïdien des nodules malins, donc ces nodules ne sont pas réversibles. Donc en tout cas, les dégâts qui sont faits sont rarement donc réversible. C'est pourquoi vraiment donc vaut mieux donc être prudent, c'est-à-dire éviter le plus possible donc ce qu'on peut éviter, les produits chimiques, et surtout privilégier donc les choses plus naturelles. Donc, c'est ce que je peux dire pour la deuxième partie, donc pour les produits chimiques. Mais c'est vrai que certains médicaments, ils vont être forcément sous surveillance pendant un bon bout de temps. Ils doivent être sous surveillance avec une pharmaco vraiment donc vigilance durable pour pouvoir prouver leur effet comme perturbateur endocrinien. Voilà ce que je peux vous dire, Eunice. Docteur, et Eunice veut parler des médicaments, de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, ça, bon, ces chimiothérapies, vous savez que ce sont quand même des armes à double tranchant.
certainement, donc, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Hein, donc, on connaît par exemple, l'exemple le plus sûr, c'est justement ces anticancéreux qu'on utilise essentiellement donc, dans les cancers thyroïdiens. Hein, donc, et aussi d'autres substances, par exemple, utilisées en immunothérapie. Et quand on étudie justement donc leur effet, que ce soit sur la glande surrénale, sur la glande thyroïde, hein, donc on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de perturbations justement donc de ces hormones. Donc ces glandes-là sont extrêmement sensibles à l'effet des produits, que ce soit donc des produits donc chimiques ou des produits donc des anticorps monoclonaux, des produits immunologiques qu'on utilise beaucoup aussi dans le cancer, l'immunothérapie. C'est une voie d'avenir dans le cancer. Et donc, ces produits, effectivement, entraînent énormément de désordres thyroïdiens, de désordres surrénaliens et probablement aussi peut-être de désordres pancréatiques. Mais c'est vrai que la chimiothérapie peut donner énormément hein, donc, d'effets secondaires et de troubles endocriniens. Ça, c'est clair et net. Il y a Naïka Deramo qui vous dit merci Dr Charlot et aux organisateurs, organisatrices de ce forum pour cette instructive présentation. Enfin, il y a Dr Robin. Dr Charlot, pensez-vous que le A1C, s'il est surveillé, peut aider à gérer le prédiabète et à prévenir le type 2 du diabète? Pensez-vous que le taux de polluants a augmenté avec la COVID, car nous sommes devenus de grands utilisateurs et utilisatrices de désinfectants, en plus de l'élimination des carbohydrates? Ce n'est pas une question. Peux-tu donner tes coordonnées à Serette? J'aimerais rejoindre Chantal. D'accord, je le ferai en privé, pas de problème. Oui, alors, naturellement, donc, pour ces polluants-là, comme je vous dis, donc, c'est des années, peut-être quelques mois, quelques années après qu'on va s'en apercevoir. Hein, donc, puisque au fond, ils sont tout nouveaux. Hein, donc, bon, la plupart, naturellement, on connaît un peu leur composition. Pour la plupart, du glycol, donc de l'alcool à forte dose. Donc, et ça, c'est pas encore étudié. Hein, donc, comme ils sont utilisés maintenant à très large échelle pour la plupart donc, de ces désinfectants donc très alcoolisés qu'on utilise, les gels, etc. Mais il faudra attendre encore quelques années donc, pour s'apercevoir donc, si ceux-là, donc, ils ont pu avoir donc, des effets collatéraux. Hein, donc, ça sera tout simplement le prix à payer pour être propre et pour se protéger de la COVID. Mais voilà. Le A1C. Le A1C, c'est de gérer le prédiabète. Okay. Alors, le A1C, c'est l'hémoglobine glyquée. Hein, je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Bon, naturellement, c'est un biomarqueur qui permet de juger si vous voulez, donc, de l'équilibre du diabète et donc pour une bonne prise en charge. Donc, on ne peut pas se servir, donc, si vous voulez, donc, de l'A1C, hein, donc en prédiabète. D'ailleurs, donc les niveaux donc, en prédiabète hein, peuvent être très variables. Tant que votre A1C ne dépasse pas 6,5, donc tout le monde peut être catégorisé diabétique. Alors, y a-t-il de vrais diabétiques? Parce que, comme je vous dis, donc on donne un cut-off, 6,5, parce qu'on utilise maintenant l'A1C pour faire le diagnostic. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais, hein, donc, il y a un cut-off de 5,5 à 6,5 qui définit, je dirais, donc, de façon arbitrairement la dysglycémie. Hein, mais il faut que de temps en temps que le curseur aille vers 6, hein, 6,2 pour parler naturellement donc, de dysglycémie. Mais certainement, en dessous de 5,5, il est extrêmement rare hein, donc, que vous puissiez devenir diabétique. Voilà, donc ça, c'est la réponse à votre question. Mais est-ce qu'on peut se servir de ça hein, pour traiter ou prévenir le diabète? Probablement, ce n'est pas encore dans les lignes directrices, hein, parce que c'est un marqueur naturellement cumulatif, mais qui se voit plus tardivement.
Donc, autrement dit, on a des marqueurs plus précoces, comme par exemple une glycémie postprandiale qui est beaucoup plus parlante que l'A1C, dont il faudra attendre au moins 3 mois pour pouvoir le doser. Parce que c'est vrai, c'est un cumulatif, mais ça nous renseigne sur les 3 mois. Hein, alors qu'une glycémie postprandiale vous renseigne tout de suite sur ce que vous venez de manger et ce que la nourriture a fait. Parce que c'est évident que dans le prédiabète, avant d'être diabétique, vous avez donc d'abord une perturbation de votre glycémie postprandiale. C'est la première qui s'élève, mais personne ne s'en occupe parce que personne ne va doser donc, la glycémie, hein, donc 2 heures après repas, à moins d'avoir de bonnes raisons pour le faire. Donc, on va doser la glycémie à jeun. Et quand on dose la glycémie à jeun, forcément, on intervient beaucoup plus tardivement parce que c'est la dernière à être perturbée. Parce que dans le mécanisme de développement du diabète de type 2, vous avez d'abord une insulinorésistance qui se porte au niveau des muscles et des tissus adipeux qui ne peuvent pas faire rentrer du glucose après repas, parce qu'après repas, 70% de votre glucose doit être stocké dans les muscles, dans le tissu adipeux et dans le foie pour que vous puissiez les utiliser à la demande quand vous ne mangez pas. Donc, tout de suite après manger, donc, le glucose que vous ingurgitez doit forcément aller au niveau donc, des muscles, du tissu adipeux, soit pour être stocké ou apporter de l'énergie. Or, si le glucose ne peut pas rentrer après repas, donc ça va rester un certain temps dans le sang, donc c'est la glycémie postprandiale d'abord hein, qui va être élevée. La glycémie à jeun, elle sera élevée très tardivement, c'est-à-dire que c'est quand l'insulinorésistance se porte au niveau du foie, parce que c'est quoi le rôle du foie? Le rôle du foie, c'est de fournir en absence d'apport du glucose, soit pendant la nuit ou pendant les périodes de jeûne. Or, cette porte-là, cette clé qui ouvre la porte de production du glucose, c'est essentiellement donc l'insuline. Donc, tant que votre foie est encore sensible à l'action de l'insuline, donc vous allez pouvoir ouvrir et fermer cette porte facilement. Mais à partir du moment où il y a une résistance au niveau du foie, donc l'insuline ne peut plus fermer cette porte, hein, et donc vous allez produire donc de façon intensive, comme un damné donc du glucose. C'est à ce moment que votre glycémie va s'élever, et je dirais donc à jeun, et forcément donc plusieurs heures après repas, dans la période de jeûne. Donc voilà un peu l'explication. Donc l'A1C, c'est un marqueur, donc c'est vrai cumulatif, mais trop tardif pour suivre l'évolution du diabète de type 2. En revanche, si vous vous basez sur la glycémie postprandiale, qui est le premier à s'élever, donc elle est beaucoup plus informative que la glycémie à jeun, hein, qui va s'élever beaucoup plus tardivement et qui va définir le diabète. OK. Merci, Dr. Charlot, pour ces réponses. Et Darlene, je ne sais pas si tu continues. Il y a 3 remerciements. 4. Dr. Isantus qui remercie le forum. Dr. Mireille Pierre, merci au Dr. Charlot. Ce fut un plaisir de t'écouter. Merci Mireille, c'est partagé. Merci beaucoup pour les réponses. Oui, mais je parle de Mireille Pierre qui a dit merci au Dr. Charlot. Oui, je remercie Mireille, ma voisine. Donc, je reprends les 5 points de message clés de la présentation du Dr. Charlot et je me suis permise d'ajouter un 6e, il verra s'il est d'accord. Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans nos vies et notre quotidien. Faire des choix de consommateurs responsables. Consommer poisson plus ou moins 2 fois par semaine. Éviter les gros poissons carnivores teneurs en dioxine. Éviter le plus possible les plastiques contenant biberons, etc. Se méfier de certains produits cosmétiques et se laver les mains, de préférence avec de l'eau, le plus souvent quand vous pouvez le faire, et d'éviter les hand sanitizers. Vous êtes d'accord, Dr. Charlot? Oh, je n'ai pas de problème. Donc, tous les conseils sont bons. Hein? Brunel, je te repasse la parole. Oui, avant de conclure, j'aimerais savoir si Dr. Poitvien, Dr. Geneviève Poitvien, veut résumer pour nous quelques recommandations pour le groupe. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Geneviève. D'accord, donc je pense que comme tout le monde, remercier Lunel pour cette présentation très claire, très utile, très convaincante aussi. Je pense qu'il n'y a pas de doute au regard de ta présentation qu'effectivement nous sommes entourés
de polluants et que, en fait, depuis la révolution industrielle, qui nous rend la vie plus facile, la vie peut-être plus belle, la vie plus rapide, etc., on est en train de payer les contre-coups et c'est ce que tu nous as démontré tout au long de ta présentation et qui a été très clair et qui a porté effectivement sur les dégâts métaboliques. Donc, le diabète et la démonstration a été très claire et très nette. Nous te remercions. Tu as parlé, je pense que tu as fait le tour, hein, tu as fait les recommandations aussi. Donc, je ne vais faire que reprendre comme Darlene a fait et elle a repris les conseils clés. Et en fait, c'est très clair aussi, étant donné que les perturbateurs endocriniens sont dans notre vie, partout dans notre environnement. C'est vraiment dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous sommes, puisque la terre, l'air, l'eau, tout est pollué pratiquement et nous nous polluons nous-mêmes en permanence. Donc, la nécessité de faire très attention, de vivre au vert, de changer les modes de vie et également de faire des choix qui doivent être des choix responsables. Il appartient à chacun, donc il appartient aussi aux médecins que nous sommes de suggérer aux patients de faire des choix le plus responsable. Alors, il y a peut-être la seule petite nouveauté que peut-être je dirais, ça m'est revenu comme médecin ancien de ma famille, c'était mon grand-père, il disait surtout qu'il fallait, en matière de santé, qu'il fallait user sans mésuser. Et je pense que c'est effectivement le mot maintenant. Il faut que nous, médecins, il faut que les gens arrivent à éviter tout excès dans tout ce qui nous environne, que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de, en fait, tout ce que la vie nous apporte de belle et de rester beau, comme tu dis. Lunel. Donc, on te remercie. Donc, je n'avais que ça à dire. Tu as tout dit. C'était super bien et je pense que tout le monde... On va la revoir. Ah, on va revoir Dr. Charlot en avril. On revoit Dr. Charlot le deuxième semestre. Exactement. Ça va être en avril ou mai. Donc, autour du mois, plutôt de début mai, donc au deuxième trimestre de l'année 2022. D'accord. Il y a la reproduction, les perturbateurs endocriniens sur la reproduction et la fertilité, et puis avec les perturbateurs endocriniens et oncologie. Voilà. C'est bien ça, Dr. Charlot? C'est bien ça. Donc, ça m'a fait plaisir aussi de vous rencontrer. Merci aussi aux organisateurs de me donner l'opportunité de rencontrer plein de mes amis, de mes anciens amis. Hein, donc, j'ai vu leur nom et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, c'est moi qui vous remercie justement de cette opportunité. Et on espère bien entendu donc se revoir l'année prochaine. Mais je profite tout de suite pour vous souhaiter donc de joyeuses fêtes. Et une très, très bonne année donc 2022, donc de la santé, comme j'aime à dire, c'est-à-dire de la santé physique, mentale et financière, donc de la santé intégrale. Voilà. Bon. Alors, merci à nouveau. Merci, Dr. Charlot, pour cette présentation. Je n'ai pas de mots pour la qualifier. Elle est vraiment excellente. Elle nous instruit et nous met en garde contre beaucoup de dangers. Donc, je suis vraiment édifié, pour répéter le confrère qui parlait tout à l'heure. Et je remercie également tout l'auditoire, et je félicite aussi cet auditoire qui a passé ces 2 heures avec nous. Ça nous touche énormément et nous espérons pouvoir réunir encore ce même auditoire et même plus de personnes les prochaines fois, je veux dire en 2022, quand nous aurons les prochaines présentations de la même série. Il y a encore avant de dire le dernier mot, il y a encore Dr. Winnie Robin qui vous présente encore des remerciements, Dr. Charlot, pour cette brillante présentation et qui vous prie de lui envoyer vos coordonnées. Donc, il s'agit d'une demande amicale. Donc, je vous laisse lire vous-même le chat pour le voir. Et il y a également Mozart Chérubin, je pense que c'est le Dr. Chérubin, qui vous remercie pour cette présentation qu'il trouve brillante. Alors, oui, comme je vous dis, le forum
médico-chirurgical est vraiment très content d'avoir eu cet auditoire et d'avoir pu réaliser cette présentation avec le Dr Charlot. Je remercie le groupe, du comité de pilotage qui a travaillé pour que nous ayons ce succès ce soir. Et je vous dis bonne saison de Noël. Je vous souhaite une bonne saison de Noël et une merveilleuse fin d'année 2021. Et on se reverra au mois de janvier prochain. Merci beaucoup. À bientôt.